Le Sénégal en 2002, la Belgique en 2018, la RFA bien sûr en 82, la finale de 98 face au Brésil et la demi de 58 face à ce même Brésil. Ces matchs légendaires des Bleus en Coupe du Monde ont laissé plus qu'une trace. Ils ont installé un récit commun, une lecture admise de tous, un mythe. Mais que vaut-il ce mythe ? La réalité lui est-elle fidèle ? Je m'appelle Dan Pérez, je suis journaliste à l'équipe et c'est la question que j'ai voulu me poser. Pour y répondre, Vincent Duluc est à mes côtés, plume historique de ce journal et sans doute le mieux placé pour porter un regard sur l'histoire des Bleus. Il a été mon professeur, 26 ans nous séparent, nos souvenirs de foot, nos accroches émotionnelles, nos affects sont forcément différents. À quel point influe-t-il sur notre vision ? Nous avons 5 épisodes pour y répondre. Un match, un épisode, pour le voir ou le revoir avec nos yeux d'aujourd'hui, le confronter à nos souvenirs et nos archives, vérifier si la mélancolie a fini par tordre la réalité. Ça s'appelle un mythe bleu et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, salut Vincent. Salut Dan. 5e et dernier épisode de notre podcast Mythe bleu. On ne termine pas en beauté puisque nous allons revenir sur le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002 face au Sénégal. Un cataclysme, une défaite 1-0 pour l'équipe de France championne du monde et d'Europe en titre. Une désillusion qui aboutira à son élimination au premier tour. On se souvient du but de Papa Bouba Diop, empreint d'une certaine réussite. La barre touchée par Thierry Henry, le poteau de David Trezeguet. On va discuter de tout ça et se demander, est-ce que cette défaite est avant tout une histoire de malchance, de manque de réussite ? Vincent, avant de revoir le match, quel était ton souvenir, ton récit autour de cette rencontre ? Moi, mon souvenir, c'est que tout était allé à l'envers et que même si cette équipe avait perdu un peu ses standards et son exigence au fil des temps et de sa vie de Beatles en tournée là, pendant 4 ans, il n'empêche que je trouvais qu'elle en avait fait assez quand même. C'était un premier match. Les premiers matchs, c'est rarement terrible. Et qu'en général, ça tournait juste du bon côté et que cette fois, tout avait tourné du mauvais côté, et que le vrai tournant, c'était la frappe de Trezeguet à 0-0 à la 23e minute, et que c'est ça qui avait fait toute la différence, et qu'on en avait conçu la crise, mais peut-être qu'on avait un peu exagéré. Et d'avoir revu le match, je trouve qu'on a moins exagéré que ça. Alors on tombera peut-être d'accord parce que il y a plein de choses à dire sur ce match. C'est un match qui se jouait, donc match d'ouverture à l'époque. C'est le champion du monde en titre qui joue le match d'ouverture. C'est pas l'hôte de la compétition. Ça se joue à 13h30 le 31 mai à 13h30 heure française. Donc il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont pas pu voir le match. À l'époque, il n'y avait pas les smartphones ou des choses comme ça pour voir le match en douce au bureau ou à la fac. Donc le premier élément, je pense, de contexte sur ce match d'ouverture, le premier élément à rappeler, c'est la blessure de Zidane. Donc 15 jours avant cette rencontre face au Sénégal, Zidane remporte la Ligue des Champions avec le Real en marquant le fameux but de la victoire, la reprise de volée à l'entrée de la surface, mais il s'est blessé au quadriceps gauche lors du match de préparation face à la Corée du Sud quelques jours avant. Oui, absolument. Et là, c'est un gros coup dur, mais surtout, c'est le deuxième coup dur. Voilà. C'est qu'en fait, pour moi, sur cette année-là, la blessure de Zidane, elle est inséparable de celle de Robert Pires. Parce que la vérité, c'est qu'à ce printemps-là, le meilleur joueur français, c'était pas Zinedine Zidane, c'était Robert Pires. Pires, franchement, était fantastique. Il faisait des différences incroyables. Il jouait un peu plus bas. Il jouait dans le rôle qu'on pourrait imaginer à Griezmann à la Coupe du Monde au Qatar, un peu plus bas, un peu en relayeur. Il avait une influence fantastique, il allait vite, il était à droite devant le but, il voyait bien le jeu. Et franchement, l'équipe de France a d'abord été orpheline de Robert Pires avant d'être orpheline de Zidane. Avec Zidane, l'autre problème qui s'est passé, c'est la toxicité du feuilleton. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été blessé, la question a tout de suite été, est-ce qu'il va pouvoir jouer le premier match, est-ce qu'il va pouvoir jouer le deuxième match ? Et tous les jours, il y avait un feuilleton dans les journaux qui a fait que Roger Lemaire a un peu perdu son groupe. Parce qu'il m'a raconté un jour que les joueurs sont venus le voir en disant « mais alors, nous, on est des cons ». Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui se sont agglomérées et qui ont fait que l'équipe de France est sortie un peu de la force qu'elle avait. Il y a d'autres éléments de contexte, c'est que son leadership avait énormément évolué par rapport à 98 et 2000, puisqu'elle avait perdu à la fois Laurent Blanc et Didier Deschamps, ses 2 leaders principaux, et que Marcel Desailly n'avait pas tout à fait l'étoffe d'un capitaine naturel. Et malgré tout ça, on ne s'attend pas vraiment
à un match, alors peut-être un match difficile, mais on s'attend pas vraiment à autre chose qu'une victoire pour les Bleus. À l'époque, ça n'existe presque pas, un tenant du titre qui ne passe pas les poules. C'est pas arrivé depuis 32 ans, le Brésil en 66, et encore c'est dans des conditions un peu particulières. Et alors aujourd'hui, nous en sommes à 3 Coupes du Monde consécutives où le champion est éliminé au premier tour, c'était pas le cas à l'époque. Bon, il y a des matchs amicaux précédents pas terribles. Tu parlais de tournée des Beatles, il faut dire que la France était qualifiée d'office, et donc ne jouait que des matchs amicaux avant la Coupe du Monde. Absolument. Le truc assez incroyable, c'est que l'équipe de France ne s'est pas qualifiée pour une Coupe du Monde sur le terrain de 1986 à 2006. C'est-à-dire que pendant 20 ans, l'équipe de France ne s'est pas qualifiée sur le terrain à la Coupe du Monde. Donc ça, c'était la première fois. En 98, ils accueillent la Coupe du Monde, et en 2002, ils sont qualifiés d'office parce qu'ils l'ont gagnée. Mais c'était la dernière fois où le champion du monde, d'ailleurs, était qualifié d'office. Après, c'est une règle qui a sauté. Les matchs amicaux dans l'intervalle... Enfin, il faut voir que l'équipe de France, évidemment, était championne d'Europe en 2000 et que c'est après vraiment qu'elle a vécu sa vie de Beatles. La tournée au Chili, la tournée en Australie, les filles qui crient partout devant les hôtels, enfin voilà. Mais ce qui était très agréable pour les suiveurs, hein. Les suiveurs avaient la queue de la comète des cris et de l'admiration des filles. Mais juste avant de partir, il y avait eu la défaite contre la Belgique au Stade de France, qui s'était finie par une chanson de Johnny Hallyday, Allez, on est tous ensemble, qui est à peu près la seule fois, je crois, où il a été en tête du top 50 de toute sa carrière, ce qui donne une certaine idée du goût français, quand même. Et je me souviens, on avait titré « Cela peut arriver une fois ». Mais malheureusement, c'est pas arrivé qu'une fois. Et dernière chose sur ces matchs amicaux, même si on disait surtout que avec la compétition, ça changerait, il y aurait un peu plus d'implication, il y a quand même un gros doute, c'est les coups de pied arrêtés, parce que sur les 16 derniers buts encaissés, 11 proviennent de coups de pied arrêtés pour les Bleus avant de commencer cette Coupe du Monde. Ça n'empêche pas Jérôme Bureau dans le journal, donc encore en noir et blanc, hein, par la une, à cette époque-là, le journal est encore en noir et blanc, le matin du match, estimé assez légitimement peut-être que l'équipe de France est la plus forte de notre histoire, plus encore que celle de Copa, Platini ou celle de 98. Vincent, tu lui réponds dans la même édition: les Bleus sont-ils aussi forts, voire plus forts qu'en 2000 et 98, alors que l'on aurait répondu oui si Pires avait été là et si Zidane n'était pas blessé? Il faut admettre que plane sur la question l'ombre d'un doute. Ah ben au moins j'ai de la constance. À 20 ans d'écart, j'ai de la constance sur la question. Voilà, mais ça me rassure. Mais ce qui est important aussi dans ce contexte-là, et ce qui a un peu entretenu l'illusion, c'est qu'entre 98 et 2000, l'équipe de France s'est rééquilibrée vers l'avant un petit peu. L'équipe de France en 2000 était plus offensive qu'avait Jacquet, ou du moins avait plus d'attaquants, même si c'était beaucoup de la transition, déjà beaucoup de jeux rapides, etc. Et du coup, on s'est dit, comme on avait les meilleurs buteurs, la célèbre statistique, les meilleurs buteurs des championnats d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre et de France, cette année-là, ou Italie, Angleterre, pas d'Espagne, Italie, Angleterre, France. Italie, Trezeguet, Angleterre, Thierry Henry, France, Djibril Cissé. Absolument. Comme on avait oui, pas l'Espagne, évidemment. Donc ces trois-là, on s'est dit, voilà, c'est la logique, notre attaque va nous sauver de là. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui va nous sauver, ainsi qu'on va le voir. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes ou de dysfonctionnements dans cette Coupe du Monde 2002. Tu as enregistré une émission sur le n'importe quoi du Sheraton, l'hôtel qui hébergeait les Bleus. C'est un épisode du podcast qui s'appelle De notre envoyé spécial, auquel je vous renvoie, podcast de Clémentine Blondet et d'Antoine Bourlon. Nous, on va tenter de se focaliser sur ce qui se passe sur le terrain. Bon, je t'avoue que je veux pas tout spoiler, mais ça m'a largement déçu. Alors, on va dérouler la compo côté bleu. Donc, un 4-2-3-1, Barthez dans les buts, Thuram à droite, la charnière Leboeuf de Sailly, puisque Blanc n'est plus là, Lizarazu encore à gauche. Devant la défense, Vieira Petit. Ensuite, en numéro 10, puisque ni Zidane ni Pires ne sont là, on retrouve Youri Djorkaeff, qui a quand même 4 ans de plus qu'en 98. Vous verrez pourquoi c'est important. À sa droite, Sylvain Wiltord. À sa gauche, Thierry Henry. Et en pointe, David Trezeguet. En face, le Sénégal de Bruno Metsu, regretté Bruno Metsu, donc est en 4-5-1, donc a rajouté un peu densifié son entrejeu, comme l'avait prévu Sébastien Tarago dans l'équipe d'ailleurs. Une charnière Diop Diatta, à droite Ferdinand Coly, Omar Daf à gauche. Dans l'entrejeu, donc, nous avons Aliou Cissé, le sélectionneur actuel, donc qui emmène le Sénégal à la Coupe du Monde au Qatar 2022. Papa Bouba Diop, Salif Diao.
en relayeur. On a Ndiaye à droite et Fadiga Kalilou Fadiga de la JOCR, et El Hadji Diouf devant. Et vous verrez que cet El Hadji Diouf a fait un match assez historique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais je pense qu'on va en reparler de ce match. C'est parti. La Coupe du Monde 2002 est commencée avec Lisa Razouk qui intervient le premier, une grande tête de Fadiga, El Hadji Diouf. Et premier coup franc pour une faute sur El Hadji Diouf. Déjà, sur le premier quart d'heure, normalement, on peut dire que normalement, c'est un match déséquilibré. C'est-à-dire la France est ultra favorite par son statut, par la qualité individuelle de ses joueurs, par les dernières compétitions, enfin à peu près, même sans les absences de Zidane et Pires, personne ne pense que l'équipe de France n'est pas favorite. C'est tout à fait légitime de la trouver favorite. Est-ce que ça se retrouve dès le premier quart d'heure ? Non, ça se retrouve pas du tout. Mais le problème, c'est que ce premier quart d'heure, on peut l'analyser en disant c'est comme d'habitude. L'équipe de France a planifié son sommet athlétique pour le deuxième tour. On peut pas être au top dès le premier match. Le premier match en 98, il avait été quelconque contre l'Afrique du Sud, qui était faible, qui était vraiment faible, mais le début n'avait pas été si facile. Donc finalement, ça ressemble un peu à ce qu'on a toujours connu. Même à l'Euro 2000, il a fallu que Barthez fasse des miracles au premier match contre le Danemark, si je dis pas de bêtises, pour que ça se passe bien. Donc voilà, on s'est dit c'est un peu difficile, mais c'est normal. En plus, il faisait très humide, il y avait beaucoup de chaleur. Voilà, ça n'a pas été spécialement surprenant. Le match se déroule à Séoul. Oui, voilà, ça se déroule à Séoul, mais voilà, ça n'a pas été spécialement surprenant. On s'est dit que ça allait doucement, que les Sénégalais commençaient à gagner peut-être un peu trop de duels que dans la normale ou par rapport à ce qui serait souhaitable, mais que en même temps, ils étaient pas si dangereux que ça. Oui, alors le Sénégal est bien regroupé, vient pour faire un match, évidemment, alors pas tout à fait replié sur son but, mais quand même bien regroupé, avec la volonté de jaillir très fort sur le porteur, de manière très agressive. Les offensifs français sont contraints de recevoir beaucoup le ballon de dos et ensuite subir l'agressivité des Sénégalais, qui vont sortir sur eux. Et moi, j'ai déjà vu, il y a déjà plusieurs problèmes dans ce match, mais déjà sur le plan tactique, ce qui est frappant, je trouve, par rapport au foot d'aujourd'hui, c'est le peu d'implication des défenseurs dans la construction. Déjà, même si ils en sont capables, on a déjà vu De Sailly et Leboeuf le faire, ils le font quelquefois dans le match. Et donc, du coup, je pense qu'il y avait les moyens de faire sortir un relayeur adverse, attirer un peu les milieux pour essayer de trouver leur dos. Mais finalement, il y a une large infériorité numérique des Français et aussi beaucoup de joueurs derrière le ballon. Beaucoup de joueurs devant le bloc sénégalais, en attaque à 3, à 4. Mais moi, c'est ce qui m'a le plus marqué en voyant le match. Et dès le premier quart d'heure, en fait, tous les ballons offensifs sont mal négociés ou pas négociés du tout. Les gars permettent pas au bloc de remonter, ils offrent pas d'appui. Henry fait une talonnade, c'est n'importe quoi. En fait, je m'en souviens maintenant, il y avait eu la polémique avec Thierry Henry 2-3 jours avant. À quel poste doit-il jouer ? À quel poste doit-il jouer ? Et puis, est-il blessé ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où Roger Lemaire avait été extrêmement elliptique d'une de ces ellipses qui faisait son charme et sa gloire, en laissant entendre que peut-être qu'il allait rentrer à la maison, qu'il était blessé, que c'était compliqué, blessé à la cuisse. Et Thierry Henry l'avait très mal pris. Dans un premier temps, il a dit, mais si c'est comme ça, effectivement, je vais rentrer. Enfin bref, le contexte était un peu lourd. La vérité, c'est qu'Henry, mais c'est un fantôme. Il passe à côté de son match, il apporte rien, il fait pas grand-chose. Et moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est que quand on voit les attaquants français dans les premières 20 minutes, on se dit, mais il peut pas se passer grand-chose. Il peut pas se passer grand-chose. Et là où on va être le plus cruel, et pour prolonger ce à quoi tu faisais allusion, c'est que pour le joueur KF, c'est un jubilé qui vient trop tard. C'est terrible parce que c'est la pire configuration pour lui. Tu me diras ce que t'en penses, mais parce qu'on lui demande de faire des différences balle au pied, dans l'explosivité, dans le dribble pour se sortir des petits espaces. Il est toujours pris dans la densité et ça ne lui correspond pas du tout. En tout cas, peut-être plus à cette époque parce que on a fait l'épisode sur 98 où je le trouve beaucoup plus dynamique, beaucoup plus tonique, même si c'est face à une équipe moins dense, mais alors que là, ses prises de balles sont lourdes, il n'arrive pas à se défaire de la pression, il prend des charges continuellement et il n'arrive pas à les tromper par une feinte, par une petite accélération sur les premiers pas. C'est vraiment un match très pénible. Non, mais c'est très pénible, mais c'est sans doute la différence entre un joueur de l'Inter, qu'il était en 98, et un joueur de Bolton, qu'il était en 2002. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a plus le même statut, il n'a plus les mêmes ressources. Il joue encore parce qu'il a le même statut en équipe de France.
mais c'est quand même plus le même joueur. Et c'est vrai qu'il est complètement impuissant. Et après, il y a toujours la même difficulté, après coup, à juger de l'entente réelle entre Henry et Trezeguet. Je trouve que c'est une entente qui est complètement... qui a toujours été ambiguë. Je me souviens de ce mot de Jacques Santini, 2 ans après, à l'Euro 2004, me disant, au début de la compétition, j'ai fait jouer Henry et Trezeguet, mais j'ai vu une seule ombre. Donc en fait, voilà, il considère que les deux chassaient sur le même territoire et qu'en fait, leur relation était pas si complémentaire et pas si amicale que ça. Et dans ce match-là, Henry, en première mi-temps, met un ballon magnifique à Trezeguet, une vraie occasion de but, qui est la plus belle occasion. Tu parles du poteau ? Oui, absolument. Wiltor. Il se regroupe très très vite. Si on n'arrive pas à passer le premier rideau défensif, il se regroupe très vite. Trezeguet. Ça c'est un bon ballon pour Thierry Henry, puis pour Trezeguet, puis Et pour le poteau. Le poteau qui sauve Silva. Pas de chance. Voilà la grosse occasion. Alors, on parle du poteau, donc 23e Voilà. minute. C'est une des rares fois d'ailleurs où Henry s'est rapproché de l'axe. Absolument. Donc ça crée un peu du trouble chez les Sénégalais. Et il donne un très bon ballon à Trezeguet qui se dégage de son vis-à-vis par une espèce de contrôle de l'extérieur du pied. En gros, Trezeguet, c'était pas un mec qui allait porter beaucoup le ballon, mais il était évidemment très adroit et capable sur sa première touche de très bien s'orienter. Donc oui, il lui donne un bon ballon, mais sinon, à part ça, Thierry Henry est assez décevant. Mais rien, il y a rien, c'est le désert. Donc moi, je me suis demandé, alors, est-ce qu'il est blessé ? Est-ce qu'il joue pas dans la configuration il était qui blessé. lui allait ? Alors, tu as raison, parce que il était blessé, puisque effectivement, il y avait eu cette ambiguïté à un moment où Roger Le Maire, effectivement, avait laissé penser que peut-être qu'il pourrait repartir en France. Et surtout, il y avait l'ambiguïté de sa position. C'est-à-dire qu'Henry, depuis l'automne 99, il est avant-centre à Arsenal. Voilà, Wenger l'a recentré, et à l'Euro 2000, il avait cette liberté, Trezeguet était sur le banc. Simplement, là, effectivement, il y avait une vraie pression populaire et médiatique pour aligner et Henry et Trezeguet ensemble, et pas forcément dans le 4-2-3-1 qui était immuable pour Roger Le Maire. Mais Le Maire, il croyait pas que Henry, et il a peut-être raison, et Santini avait le même avis que lui, et plus tard, Domenech aurait le même avis que lui, il pensait qu'en fait, Henry Trezeguet ensemble, en pointe, par exemple, dans un 4-4-2, c'était pas une bonne idée. Et ça marcherait pas. Mais lui, Henry, il voulait jouer dans l'axe, et il était en colère contre Le Maire à cause de l'histoire de la blessure, et en colère contre Le Maire à cause de son positionnement. Alors, on a parlé de l'occasion, de la 23e minute, qui sera la vraie occasion des Bleus dans cette première période, mais à la 6e minute, le Sénégal a déjà une occasion aussi assez sérieuse. C'est Diouf, Eladji Diouf, qu'on reverra tout le match, qui a causé une migraine terrible à la charnière de Saïd Leboeuf. Alors, lorsqu'elle arrivait à le mettre hors jeu, ça allait, mais dans tous les autres moments, c'était la panique, on y reviendra. Et donc, à la 6e minute, Diouf échappe déjà à Marcel Desailly et centre en retrait pour Fadiga qui frappe. On est à la 6e minute. Dans les 20 premières minutes, la France n'a pas une seule occasion ou demi-occasion, rien du tout. Il y a ce poteau de Trezeguet. Alors, certes, elle a un peu plus le ballon, mais elle va très peu dans les 25 derniers mètres. Et on commence à se dire, bon, il n'y a pas beaucoup d'occasions, c'est pas terrible, je vois pas des joueurs très talentueux capables de faire des différences en 1 contre 1. Ça commence à sentir le match compliqué, quoi. Déjà, je trouve qu'on le sent avant même le but du Sénégal. Plus le côté athlétique, effectivement, où on sent une différence. Quand voyant le match avec le commentaire Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, on entend notamment cette phrase mythique du Thierry Roland qui dit ah, mais Patrick Vieira, en revanche, est vraiment très combatif contre ses cousins. Puisque Patrick Vieira est né à Dakar. Mais ce qui est marquant, c'est qu'effectivement, c'est cette équipe qui est habituée à tout maîtriser, elle ne maîtrise pas grand-chose. On voit pas tellement comment elle peut s'en sortir. On voit même le Sénégal, en fait, qui choisit un peu le tempo du match, qui cherche beaucoup à casser le rythme, à gagner du temps, et en revanche, ça accélère quand il veut. Et l'action qui va mener au but sénégalais. Elle est symptomatique du match. Mais elle résume tout. Il subtilise le ballon. encore, Attention à Diouf. Diouf, centre devant le. Oh là là. Et but en 2 temps. Ouais, but de Diop. Papa Diop sur Centre de débordement de Diouf. Diop qui vient marquer le premier but de ce mondial. failli y avoir À la 30e minute. C'est-à-dire qu'il y a une perte de balle très haute de Youri Djorkaeff. Donc, il décroche de façon intempestive, donc, et qui se prend la pression de un peu sur le Omar côté Daf. droit qui était dans sa zone. Il prend la pression d'Omar Daf. Tout de suite, ça part derrière.
Franck Leboeuf tacle dans le vide. Bref, Franck Leboeuf est déjà, en fait, a déjà presque perdu, je trouve, ou en tout cas est déjà très inquiet d'Eladji Diouf. Et donc, au lieu d'essayer de l'accompagner, parce que Diouf prend l'espace, et au lieu d'essayer de l'accompagner, il se dit, non, je vais me faire bouffer, donc j'essaye d'intervenir tout de suite. Donc il fait une espèce de tacle à qui tout double, et il se loupe, et donc Diouf part seul dans la surface. Mais après, effectivement, ça annonce pas forcément ce qui arrive derrière. Ce qui arrive est peu annonçable. Il y a centre en retrait de Diouf en direction de Bouba Diop. Bouba ne maîtrise pas le ballon revient sur Barthez, qui le remet devant le but pour Bouba Diop. Vincent, toi qui regardes souvent attentivement les gardiens, mais que fait Fabien Barthez sur ce but ? Je ne comprends pas. Il est collé à son poteau alors que Diouf ne peut pas forcément frapper au moment du centre. Et au moment du centre en retrait de Diouf, il se jette pour intercepter le ballon. Donc il se jette, il sort du poteau pour aller intercepter le ballon, sauf qu'il l'attrape pas et le but est complètement ouvert. J'ai été assez étonné par le choix de Barthez. Oui, c'est vrai, le but est ouvert et son corps est du mauvais sens et c'est pour ça qu'il met quasiment le but contre son camp, même si c'est parce qu'en fait c'est Petit qui intercepte qui intercepte et qui renvoie le ballon sur Barthez, le ballon donc qui allait sortir hors du but, mais vu que Barthez est au niveau du premier poteau, un peu avancé parce qu'il a essayé d'intercepter le centre. Bon, alors évidemment, c'est pas de bol, mais je trouve que le choix qu'il fait, alors peut-être que ça correspondait au type de gardien qu'il est, mais c'est-à-dire agressif, qui veut intervenir, mais je trouve qu'il fait quand même lui aussi un choix un peu qui tout double. C'est vrai. Qui ouvre le but. J'ai pas forcément lu ce but comme ça, ni cette fois-ci, ni les fois d'avant, mais oui, c'est une thèse envisageable. Bon, en tout cas, on est à la 30e minute. L'équipe de France a 1 heure pour remettre la pression sur un Sénégal qui, évidemment, on se dit peut-être potentiellement dépassé par la grandeur de ce qui est en train de se passer, l'enjeu, la dimension de la situation. Il reste 1 heure. Bon. Il reste 1 heure, mais en fait, on sent pas de réaction, on sent pas d'élan collectif, et tout prend une autre signification aussi quand on entend les réactions d'après-match. Et là, je reviens sur l'histoire du but. C'est qu'à un moment, Leboeuf attend d'être interviewé par TF1, et en pensant que personne ne l'entend, mais ça va être entendu, il revient sur le but, sans doute pour se disculper un peu d'être intervenu en trait, en disant, mais franchement, qu'est-ce que tu veux faire quand les mecs font des râteaux ? Et il dit, en gros, Zidane, il aura pas, je crois qu'il dit carrément, Zidane, il aura pas fait de râteau, là. Et donc, il vise clairement Youri Djorkaeff. Donc, c'est une équipe qui a sans doute perdu un peu de ses principes et de sa lucidité, qui manque de leadership, ou dont le leadership est peut-être en train de se réévaluer, mais après Blanc et Deschamps, le meilleur leader, ça aurait été Zidane, et il se trouve que Zidane n'est pas là. Et on voit pas, quand on revoit le match, on a envie de dire, Roger fait quelque chose, enfin, voilà, change d'organisation, tente quelque chose. Et là, on voit plutôt les minutes passer les unes après les autres en se disant, mais c'est une équipe qui est tellement habituée à gagner qu'elle a oublié ce qu'il fallait faire quand les choses se passent pas de la bonne manière. Et là, dans le jeu, on voit pas la moindre filière qui soit source d'optimisme au fil des minutes, quoi. On voit rien. C'est triste à voir. Oui. C'est très triste à voir. Et tu parlais un peu de perte de lucidité, même pendant le match. Diouf fait tellement mal, on peut détailler ça, que juste avant la mi-temps, Petit craque et va le découper, il prend un carton jaune, parce qu'en fait, Diouf échappe à tout le monde, il est monstrueux. Alors, je t'avoue que j'en avais plutôt le souvenir des déclats de Gérard et Carragher qui l'avaient chargé. Steven Gerrard qui disait que c'était la pire recrue de l'histoire de Liverpool. C'était pas un immense buteur sur le plan statistique. Ça a peut-être détérioré l'image, en tout cas perso, que j'avais de lui. Mais là, il fait un match extraordinaire dans le volume de jeu, la capacité physique pour résister aux charges de la charnière, la prise de profondeur, la répétition. Dès qu'il prend de la vitesse, c'est fini, quoi. Dès qu'il prend de la vitesse, mais personne ne peut l'attraper. Il faut un lasso, quoi. Il est très isolé, mais il leur fait vivre un cauchemar, là. Absolument. Et en fait, dans la manière dont l'équipe de France réagit, dans les petites, en fait, on se rend compte que Wiltord à droite, il crée rien. Djorkaeff sert à rien. Trezeguet, il faut qu'il soit servi. Il n'est pas servi. Autrement, on sait très bien que il y a peu de joueurs d'initiative qui vont faire des déséquilibres. Henry est un fantôme et que parfois, les deux latéraux essaient de créer quelque chose, mais Lisa, je trouve qu'il est brouillon. Il n'y a pas grand chose. Et à la limite, on le voit très peu. Mais voilà, je me suis presque dit, quand j'ai vu Thuram, bon, lui, c'est pas mal. Et franchement, pour un défenseur central qui a joué arrière droit 85 fois, sa qualité de centre, c'est pas si mal. On a toujours moqué sa technique, et je trouve que ses centres sont pas si mauvais. Il crée quelque chose quand même par ses montées et ses centres. Les centres un peu fuyants, etc. Mais on voit assez peu les latéraux par rapport. Moi, j'ai trouvé Lizarazu l'un des plus décevants parce que
on le voit quasiment jamais. Il attaque pas, donc ça facilite encore plus la vie du Sénégal. Alors, mais Lisa, par parenthèse, il est quand même orphelin de Zidane ou de Dugarry, avec lesquels il a vraiment des repères. S'il y a ni Zidane ni Dugarry, il est un peu seul au monde. Et donc la deuxième période reprend. Bon, la France revient sans avoir particulièrement corrigé les soucis déjà structurels qu'il y avait sur la première période. Toujours aussi peu de monde qui attaque, toujours donc du coup les individualités en sous-nombre mais incapables de faire des grosses différences. Alors il y a une petite vague d'occasion autour de la 55e minute. Il y a une tête lointaine de Trezeguet sur un centre de Thuram que tu évoquais. Une tête d'Henry, donc bien placée, mais qui... Alors, énorme parle du jeu de tête de Thierry Henry. Ah, mais énorme occasion, mais il faut dire la vérité, jusqu'à l'âge de 27 ou 28 ans, je pense que quand il faisait une tête, il se faisait mal. Hein. Il dire qu'il avait aucun don pour ça. Ce qui arrive parfois chez les attaquants. Karim Benzema a attendu d'avoir 25 ou 26 ans avant d'être un bon joueur de tête. Ah, mais là, c'est terrible. Mais là, c'est affreux. Parce que en plus, il avait le choix entre la remettre au deuxième poteau, je sais plus qui y avait, peut-être Djorkaeff ou je ne sais plus, ou alors la cadrer, mais là c'est rien du tout. Il a eu peur du ballon, il a eu peur d'avoir mal. Ah ouais, c'est terrible. Alors qu'il est à 2 mètres du but. Voilà. Ensuite, il y a eu, c'est une espèce de groupement de petites occasions là. Dans 3-4 minutes, il y a une frappe de loin de Djorkaeff, une tête de Vieira aussi sur le corner qui suit. Bon, à la 60e, l'heure de jeu, Dugarry remplace Djorkaeff. Dugarry qui fait une entrée assez dynamique quand même, qui essaye d'apporter du liant, même si quand il décroche, c'est un peu dommage parce que c'est pour le coup lui un bon point un bon pivot qui aurait plu à Mbappé. Non mais tu as complètement raison. En fait, le drame de Dugarry, pas son drame, mais c'est qu'il s'est jamais vu comme un attaquant, quoi. Il a toujours pensé très fort de la tête. Il a jamais considéré qu'il n'était pas un buteur. Alors qu'avec ses capacités athlétiques, et ça c'était une conviction de Jacquet disait, mais s'il acceptait d'aller à la corne, c'était son expression, s'il acceptait d'aller à la corne tout le temps, mais grand comme il est, costaud comme il est, avec ses qualités techniques, mais ça serait un avant-centre fantastique. Bon, alors il arrive à créer un peu de mouvement, mais ça génère très peu d'occasions, et il faut le dire, à la 65e, Fadiga peut plier le match. Et c'est lui le Fadiga. Ils sont 3 contre 3, 3 contre 3, 3 contre 3. Oh la barre! La barre aussi, côté sénégalais. Donc un poteau partout. Avec un passement de jambes qui cette fois-ci avait laissé Franck Leboeuf sur place. Il frappe sur la barre. Alors, le Sénégal, en fait, n'obtient pas beaucoup de situations de frappe, mais à chaque fois qu'il sort, à chaque fois qu'il arrive dans les 30 mètres des Bleus, il y a gros danger. Donc souvent, ça vient de Diouf, ou alors, ici en l'occurrence, Fadiga qui part dans le dos de Thuram parce que les côtés, après l'entrée de Dugarry, c'est encore pire, mais les côtés des Bleus sont pas très bien défendus. C'est une action où il renverse les Sénégalais. Non, ils sont du côté. Mais il prépare à droite, mais après il reste longtemps à gauche. Voilà, et Thuram, en fait, est le seul à défendre son couloir. Donc à un moment, il sort sur le porteur, sauf que Fadiga fait un 1-2 et part dans la profondeur. On le revoit plus. Il arrive devant Barthez, il frappe pleine barre. Donc, on en est à un montant partout, comme dit Thierry Holland. À l'époque où il dit encore, d'ailleurs, une erreur se paye comptant. Parce que maintenant, on dit une erreur se paye cash, mais à l'époque, il disait comptant. Et la barre de Thierry Henry arrive juste après une bonne remise de la tête, d'ailleurs, de Dugarry, on en parlait. Et Henry enroule son ballon sur la barre. Alors, oui, clairement, la France peut marquer. Mais à ce moment-là, moi, en tout cas, je me suis pas dit c'est scandaleux que la France marque pas. Je sais pas ce que tu as pensé. Ah non, c'est pas scandaleux, mais comme mon impression a priori c'était ça aurait pu basculer à tout moment, j'ai gardé un peu cette impression. Mais c'est vrai que quand on regarde le détail, c'est tellement insuffisant globalement par rapport à ce qu'une équipe championne du monde et championne d'Europe doit faire. C'est tellement loin de ses standards. L'animation offensive est tellement pauvre, et techniquement ça va tellement pas. Mais ils attaquent à 3 ou 4. C'est quoi? C'est une question culturelle, ça? C'est les restes de 98, c'est quoi? Par exemple, t'as pas eu les expected goals pour ce match? Non, mais ils sont faibles, je pense. J'aurais bien aimé. Parce que je pense qu'en fait, c'est pas si nul en expected goals. Ils ont quand même dû avoir... Ils doivent pas être si loin que ça. Mais simplement, ils sont trop loin de là où ils doivent être. Et puis on a tous l'impression que Roger Lemaire, il est un peu en bout de cycle, qu'il trouve pas d'idées. Alors, on a un peu des retours de l'intérieur qui
qui devient un peu parano, qui fait des mauvaises mises en place avec des matchs pour que la presse ne connaisse pas son équipe le lendemain, alors qu'il ferait mieux de préparer quand même son équipe du lendemain. Et son coaching, même si le remplacement de Djorkaeff fait par Dugarry a plutôt bien fonctionné, mais après un peu plus tard, il fait rentrer Djibril Cissé ailier droit. Oui. Mais qu'est-ce qu'il va faire rentrer Djibril Cissé ailier droit? Alors il crée quelque chose. Oui, à l'époque, Cissé c'est surtout un buteur, hein, c'est surtout un buteur d'axe. C'est un buteur qui aime bien faire des appels sur le côté droit, ça c'est vrai. Mais c'est un buteur d'axe et puis il rentre vraiment très très tard, alors que la pauvreté de l'animation offensive aurait mérité qu'il rentre plus tôt. Mais il y a aussi la question du banc. Et un banc qui a l'air quand même hyper défensif, où il y a beaucoup de défenseurs qui sont sur le banc. On se demande qui peut faire rentrer. Je sais que dans le journal, on avait regretté, puisqu'il fait rentrer Cissé à droite, Steve Marley n'était pas du voyage, par exemple. Il y a beaucoup de défenseurs sur le banc, plus les forfaits le forfait de Zidane, puisque Pires n'est pas dans le groupe. Et plus la question Mikou, donc. Et la question de Mikou, il y a un des journalistes de l'équipe qui dit qu'il ne sert à rien. C'est Fabrice Jouot d'ailleurs qui dit Mikou ne sert à rien. Il est 3e ou 4e dans la hiérarchie, alors qu'il était censé être le remplaçant numéro 10. Il est le remplaçant de Zidane. Il joue pas quand Zidane n'est pas là. Et il joue même pas. Et il remplace pas le remplaçant de Zidane. Il remplace pas le remplaçant de Zidane. Donc effectivement, mais pour le coup, ça va aboutir à cette scène assez incroyable, c'est que la veille du 3e match contre le Danemark, Mikou se retrouve au casino du Sheraton avec nous, tranquille, à boire, lui, il joue aux cartes, il boit un verre, machin, etc. Parce qu'il ignorait qu'il était titulaire le lendemain. Mais bon, ça c'est l'histoire. Alors que Roger Lemaire avait dit quand il l'avait vu arriver à Clairefontaine, voilà mon joueur préféré. Ouais, mais c'est tellement son joueur préféré qu'il a joué une fois avec Zidane un match en Turquie où ils ont été formidables tous les deux et qu'ils n'ont plus jamais joué ensemble. Ce qui suggère que c'est pas Lemaire qui voulait pas qu'ils jouent ensemble, c'était l'un des deux et c'était pas Mikou. et donc oui, ce qui frappe vraiment, c'est que la France arrive même pas à enchaîner les vagues, à faire du pressing haut, à monter le rythme du match. Bon, alors il y a à la fin, il y a un peu, ça pousse un peu, il y a du monde dans la surface. Et j'ai l'impression que ce mondial, le premier organisé en Asie, va commencer par une mauvaise surprise pour le football français. Voilà, c'est fait. Oui. Victoire du Sénégal à Séoul, 1-0. Et pas franchement immérité, Laurent. Et pas franchement immérité, non. Non, pas franchement immérité, mais je crois qu'on a lieu d'être déçu du résultat. Je crois que bon, faut se remettre en question au football et ce soir, plus que jamais. L'arbitre siffle la fin de la rencontre. Moi, je me dis, j'étais très déçu. Déjà, je m'attendais à voir des beaux joueurs, des bons joueurs. J'ai plutôt vu El Hadji Diouf, qui est de loin l'homme du match. Et c'est un match très décevant, je trouve, en termes de qualité technique individuelle et dans la réflexion collective encore plus. Et physiquement, ils se semblaient très empruntés, alors que c'était une équipe qui était dominante sur ce plan-là. Et ils avaient eu le temps de faire une mini-prépa, un truc où vraiment, comme tu disais, ils visaient la phase finale. Alors, je pense qu'effectivement, il y avait l'histoire de la planification pour plus tard. Parce que ça, c'était on va dire, c'est le destin des grands favoris que de pas pouvoir avoir un pic de forme au premier tour, ou du moins pas avant le 3e match. Puis il y a aussi, je me souviens que dans l'équipe, on avait fait alerte rouge sur les Bleus ou je sais pas quoi pendant la prépa. Ils se retrouvaient à Tignes parce que marqué par la manière dont Jacquet avait fait sa liste en 2018 et où il avait viré les 6 mecs dans la nuit, etc. de Clairefontaine. Le maire, lui, il retranchait pas, il ajoutait des gars au fur et à mesure. Il était parti à 13, puis après il ajoutait. Mais il y avait eu beaucoup de blessés, les mecs étaient fatigués, avaient trop joué. Donc les signaux étaient négatifs. Mais en revoyant le match, j'ai pensé à France-Australie et la Coupe du Monde 2018. Et je me suis dit, finalement, c'est pas un match si différent que ça. C'est juste un match qui tourne autrement. Mais France-Australie, il est raté. Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que Deschamps change, contrairement à ce qu'il prétend, c'est-à-dire que le score donne raison sur tout, il change malgré la victoire. Évidemment, il change. Il sort Tolisso, il sort Dembélé, il met Matuidi et Giroud, et après, voilà, il a trouvé la formule au deuxième match, mais pas là. Donc, en fait, je suis partagé sur les leçons de la deuxième vision. C'est la première fois que je le revois complètement. Et on peut dire quand même que par rapport à ce qu'on se disait, nous, en amont, quand on a choisi ce match, on se disait, ouais, en fait, la France doit le gagner 9 fois sur 10, globalement. Voilà. Moi, j'en suis revenu un peu de ce truc-là. Là, je suis d'accord. Je pense qu'elle doit le gagner, elle est 5 fois sur 10, peut-être, ou 4 fois sur 10. C'est pas pareil. Elle peut le gagner en jouant de la même manière. Voilà. Effectivement, elle a 50% de chance de la gagner en jouant de la même manière. Mais évidemment, elle aurait eu 90% de chance de le gagner en jouant mieux que ça. Et c'était vraiment insuffisant et ça annonçait un peu tout le reste.
Et malheureusement, il n'y a pas un moment de la Coupe du Monde où elle va jouer mieux que ça, d'ailleurs, ensuite. Oui. Et d'ailleurs, un autre cliché que j'ai remis en cause, c'est que je me suis rendu compte que le Sénégal avait fait un excellent match. Certes, en jouant en contre, mais sans non plus rester dans sa surface, Non, avec mais des vraies intentions, des plans préparés. J'ai trouvé quand même ça pour une petite équipe. J'ai trouvé un super match du Sénégal avec Bruno Metsu à la baguette. Ouais, mais d'abord, ils avaient un vrai entraîneur. Ça arrive parfois, mais parfois, tout dépend qui choisit l'entraîneur dans la sélection africaine. On sait que parfois, c'est le sponsor, c'est les trucs, etc. Et là, pour le coup, ils avaient un vrai entraîneur. Et bon, tu parlais du 4-5-1. C'est un peu un 4-1-4-1. Oui, voilà. Et le 1 devant la défense, Aliou Cissé. Mais il est formidable. C'est un gros match. Il fait formidable. Un match à la Deschamps. Ah oui, avec plus de puissance encore, mais ouais, il est vraiment très impressionnant. Même si c'est favorisé par la protection dont il joue avec les 4 derrière et les 4 devant lui. Mais ouais, non, ils sont bien. Mais d'ailleurs, je pense que si c'était concentré que sur le foot, ils seraient allés encore plus loin en 2002. Mais voilà, ils ont besoin de faire la fête. Parce qu'ils avaient une équipe typique pour les tournois, c'est-à-dire une grosse défense, Fadiga et surtout Diouf capable d'exploiter les contres. C'est vraiment des configurations d'équipe qui marchent bien sur des tournois à élimination directe. Et c'est vrai qu'ils auraient pu aller encore plus loin. Ils s'arrêtent en quart contre la Turquie, mais effectivement, c'est une des bonnes équipes de cette Coupe du Monde. Quant à la France, tu l'as évoqué. Ça ira de mal en pis, comme on dit. Match nul face à l'Uruguay, puis défaite face au Danemark. Avec un rouge de Henry, mais un grand match de Barthez, mais le rouge de Henry confirme que Zidane n'a pas été seul cas, qui a été géré complètement à l'envers. Et défaite face au Danemark ensuite, donc la France terminera dernière de sa poule. Une bien triste Coupe du Monde pour les Bleus. Avec 0 but surtout. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec avec 3 des meilleurs buteurs européens, champion du monde, champion d'Europe, et 0 but. Eh bien, on a un peu affiné ce qu'on se disait de ce match, le souvenir qu'on en avait. Merci Vincent, c'est la fin de ce dernier épisode de Mythe Bleu, le podcast où nous avons essayé de décortiquer les matchs de légende de l'équipe de France à la Coupe du Monde et d'en interroger le souvenir commun. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez les retrouver, ces épisodes, sur l'équipe ou sur votre appli de podcast préféré. N'hésitez pas à nous formuler des retours, à nous laisser des commentaires et des étoiles. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Dan Pérez avec Vincent Duluc. À bientôt sur l'équipe.